pour passer à la Martinique, pour faire une petite transition, Oui. du coup, fort. En termes de frontières, j'avais lu qu'effectivement les Français au départ, lors de leurs premières installations, ont signé des traités avec les locaux, justement pour définir les frontières de ce qui était les territoires coloniaux français sur l'île. Ce qui fait qu'il y avait l'île était divisée avec une frontière entre des territoires plutôt côtiers et plutôt portuaires français et des territoires intérieurs réservés aux natifs et que basiquement, bon après ça n'a pas tenu parce que passé un certain une certaine augmentation de population, ils se sont dit que bon, ça sert à quoi de partager quand on peut tout prendre. Mais il semble qu'il y ait eu des traités de frontières, en tout cas de territoire justement, de séparation de territoire. Mais peut-être qu'on en apprendra plus avec le quiz suivant sur la Martinique. Ouais, super. Première question. Les premières traces de peuplement en Martinique ont été archéologiquement attestées au, première réponse, 1er siècle après Jésus-Christ, ou alors 1er siècle avant Jésus-Christ, ou alors 5e siècle avant Jésus-Christ. Dernière proposition. Qui dit mieux? Je me rappelle, j'ai lu un truc dessus, mais je ne me rappelle plus. Je dirais premier après. On va être. Donc premier après pour mais Franck. Ce serait pas logique par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Bah là, ça c'est les traces archéologiques. Tout à fait. Et effectivement, il y a une petite subtilité. Et il y en a très très peu. Hein. Parce qu'en fait, si on arrive à remonter aussi loin dans le temps, c'est pas par archéologie, c'est par les analyses génétiques. Ouais. Donc c'est pour ça que là, c'est complicado. je dirais après, ouais. Je dirais t'as dit coup premier. Alors il y en a premier après, cinquième avant. Tu veux dire premier avant pour être sûr de. Je veux dire premier avant. C'est premier après. C'est premier après. Effectivement, les premiers habitants viennent d'Amazonie, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, tu me confirmeras ou infirmeras, mais apparemment, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils sont de culture saladoïde, du nom d'un site éponyme vénézuélien de Saladero. Ils se rattachent à des nombreuses populations amérindiennes d'Amazonie, dont les fameux Kalinago dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est des traces de poterie qui ont été attestées sur l'île, qui ont été datées au 1er siècle après Jésus-Christ. Ouais, c'est ça, ouais, c'est correct. Voilà. La culture saladoïde, ouais. Ok, ça va. C'est nickel. J'ai pas dit de conneries. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je rajoute un petit truc. La Martinique, du coup, dans la langue des natifs, ça serait, en tout cas, ça a été transcrit par les Espagnols comme étant Mantinino, que Christophe Colomb a traduit comme étant l'île aux femmes, mais sans vraiment de référence à quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi d'ailleurs? J'ai peur que ça ait un lien avec une de mes questions. D'accord. Est-ce que tu peux garder la question pour après le sondage? Enfin, le quiz. Je mettrai la question la question que tu as posée après, mais oh là là, je suis fatigué. Pardon, vas-y. Pour info, alors le nom c'est Matinino, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'il a, si c'est Christophe Colomb, il a obtenu auprès des populations des Grandes Antilles. Ok. Donc qui n'étaient pas de la même culture que les populations des Petites Antilles. Et donc le nom Kalinago pour la Martinique, ce serait éventuellement... Ouais. Là, ça va être compliqué à prononcer. Oh là là. On a Yohana Kaira. Ah oui, d'accord, ok. Bah alors, du coup, ça, c'est une question que j'ai. merde, pardon, excuse-moi. Que j'ai du coup après. Ok. On dirait le nom d'une rappeuse. Yohana Kaira, ouais, tout à fait. Yohana Kaira. Bah, on peut refaire cette question dans un premier temps. Mais du coup, non, t'inquiète. En vrai, on va faire celle-là en premier. L'île est baptisée effectivement Johanna Kera, ce qui veut dire réponse 1 l'île de Johanna, ou alors réponse 2 l'île aux iguanes parce qu'il y a beaucoup d'iguanes, ou alors l'île de Johanne, traduit par Christophe Colomb comme ça. Réponse 2. Ouais, du coup c'est vrai que je suis un peu pourri. Ouais, réponse 2 du coup, effectivement. L'île aux iguanes. Et de ce que j'ai cru comprendre, Johanna ça veut dire iguane et Kaera ça veut dire île, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai la même chose sous les yeux actuellement. Nickel. Soit dit en passant, j'en profite pour un petit truc. Christophe Colomb est le premier effectivement occidental à poser le pied sur la Martinique, ou plutôt sur Johanna Kera, mais c'est Alonso de Ojeda qui est le premier occidental à découvrir l'île lors de son expédition en 1499, mais il ne s'y arrête pas. Voilà, petite info comme ça, bonus. Mais pour le coup, on va faire un retour dans le passé, puisque en 295 après Jésus-Christ, un phénomène naturel pousse à l'exil les populations de l'île. Ce phénomène est, réponse 1, un tsunami, réponse 2, une éruption volcanique, réponse 3, un séisme. Réponse 2. L'éruption volcanique pour Franck. Les autres, vous êtes d'accord? Ouais, j'irais pareil. Alors, c'est un peu bizarre, parce que le tsunami, souvent, c'est parce qu'il y a un séisme avant, donc quelque part... Ouais, mais il a pu avoir lieu très très loin le séisme pour créer le tsunami, tu vois.
Ouais, et puis là, c'est vrai que vu la géographie de l'île, Mhm. ouais, moi je suis d'accord avec Franck. Donc, 2 éruptions volcaniques. Théo, tu les rejoins? Oui, allez. Effectivement, c'est une éruption volcanique. En 295, l'éruption de la montagne Pelée décime une grande partie de la population locale. Les natifs ne reviendront sur l'île que vers 400 après Jésus-Christ. Voilà, donc Ouais. une grosse phase où il y a personne, quoi. Question numéro 4, qui est une question qui est un peu rigolote, un peu bonus. Il y a une personne qui est appelée l'anonyme de Carpentras, qui est l'auteur du plus ancien document connu, document bien évidemment écrit et occidental, sur la Martinique. Il rapporte dans ce document-là son séjour dans l'île avec un équipage de flibustiers dirigé par un Français qui s'appelle, réponse 1, le capitaine Ferrer, réponse 2, le capitaine Fleury, ou réponse 3, le capitaine Giacomello. Capitaine Fleury, Ferrer, c'est Ah pas ouais, français. j'imagine. Effectivement, c'est le capitaine Fleury. Les autres, ils sont espagnols, italiens, donc... Ah, ils ont pu Alors, je migrer sais pas assez si c'est le vite, même capitaine Fleury dont tu avais déjà parlé dans une chronique. Exactement lui. C'est lui, exactement c'est ça, lui. c'est lui. Ok, donc c'est le Voilà, capitaine Charles Fleury. Alors. protestant, à bord de, c'était quoi, l'Espérance, je crois, son Je bateau. sais pas, j'ai pas Il y a noté. il y a plusieurs navires, et avec l'anonyme de Carpentras. Avec l'anonyme de Carpentras. Et le titre du bouquin, c'est Relation d'un voyage infortuné fait aux Indes occidentales. Par le capitaine Fleury. Ouais, c'est clair. Et ouais, non, Avec trop, le trop titre qu'il bien. a rallongé avec la description des îles qu'on y rencontre par l'un de ceux qui fit le voyage en 1618-1620. Si jamais vous avez l'occasion de choper ce bouquin, Moi, j'aimerais bien le lire en vrai. il se lit très 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 bien. Pour Ah ouais une relation de voyage, ouais, il se lit Et très bien. tu l'as du coup, toi, ou pas? Je l'ai en PDF, ouais. Tu l'as en Je l'ai PDF, Je vous conseille d'aller dans les librairies, essayer de le trouver. Juste, ouais, en fait, c'est vraiment passionnant parce que c'est 60 gars qui sont à bord d'un bateau, du coup le bateau du capitaine Fleury, qui sont à court de vivres, ils sont en train de mourir de faim, de soif, du coup ils s'arrêtent à la Martinique. Ils sont recueillis par des populations locales, et donc il y a une personne qui est une personne anonyme, qui a tout d'un personnage de héros de fiction, parce que en fait tu vois qu'il est résistant physiquement, parce qu'il arrive à endurer beaucoup de choses. Et apparemment il sait se battre, il a beaucoup de savoir, il a des connaissances en médecine. En fait il a vraiment tout un panel de compétences. Et en plus de ça, du coup il écrit en détail tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il rencontre. En fait il va consigner tout ce qu'on connaît en fait sur les populations de l'île à cette époque, et c'est le premier témoignage écrit le plus tôt qu'on a sur les populations Kalinago, ouais. Et c'est super intéressant. Donc si jamais vous avez l'occasion de le choper, lisez-le. Franchement, j'ai bien envie. Ouais. En fait, il faut savoir que ça va être ce récit a une histoire un peu particulière, parce qu'en fait, bizarrement, il est assez peu mis en avant, tu vois, dans les études ou quoi, parce que je crois que c'est dans les années 90 qu'il a été découvert par un historien qui s'appelle de tête, je crois que c'est Jean-François Moreau, mais je suis plus sûr. Ok. Je dois peut-être me tromper. Et en fait, c'est pas un chercheur. En fait, c'est quelqu'un qui est historien de formation. Il a trouvé, je crois, ce truc pendant sa thèse. Il a retraduit dans un français plus récent, sans travestir le texte, rien du tout. Et après ça, en fait, donc c'est génial ce qu'il a fait. Et le problème, c'est qu'en fait, il base. Je sais pas comment dire, mais en fait, il fait un peu durer le suspense autour de ça. En fait, chaque année, tu verras que en fait, ce mec fait des conférences payantes où il dit qu'il a trouvé qui est l'anonyme de Carpentras. Oh là et là. du coup, voilà, en fait, c'est un peu à la limite de la post-archéologie. On flirte avec la... Ouais, effectivement. Ouais. Et pourtant, tu vois, c'est ce mec qui est à l'origine de la redécouverte de ce texte. Donc c'est. Il a trouvé un filon. Ouais, il a trouvé un filon, il a il vraiment l'exploite, trouvé son filon. Et il exploite à fond. Donc, si vous voyez des conférences de ce mec, n'y allez pas, mais achetez quand même sa traduction. Achetez le bouquin. Parce que pour le coup, c'est intéressant. Ok, merci beaucoup du conseil, Nico. 5e question. Les premières colonies de Martinique sont fondées par, réponse 1, des colons hollandais, réponse 2, des flibustiers français, ou réponse 3, des religieux espagnols. Frances. Oui, Frances. Effectivement, ce sont des flibustiers français. Cela a lieu le 15 septembre 1635. Le flibustier français Pierre Belin d'Esnambuc débarque dans la rade de Saint-Pierre avec 150 colons français qui ont été chassés de l'île de Saint-Christophe où ils étaient établis depuis 1625. Question numéro 6. En 1658, un conflit éclate entre les natifs de l'île et les colons, car, les natifs accueillaient les esclaves marrons en fuite, ou alors les natifs ont attaqué un monastère, ou alors, premier arrivé, premier servi, les colons veulent les terres des natifs.
Et l'option 3. Et ben c'est là où c'est rigolo, c'est qu'effectivement c'est l'option 3, mais que l'excuse à l'époque c'était de dire que les natifs recueillaient des esclaves marrons en fuite. Donc oui, voilà, c'est triché pour prendre. On en a parlé tout à l'heure, je crois. D'ailleurs, justement, c'était cette histoire de frontière sur la Martinique. Ah oui, c'était vis-à-vis. Parce qu'en fait, la frontière était, il y avait un territoire établi Ouais, qui était censé appartenir aux populations caraïbes. Et en fait, le truc, c'est quand le conflit a éclaté, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais il faudra à vérifier, c'était pour s'approprier des territoires de chasse qui étaient plus productifs, qui étaient détenus justement par les populations locales. Et du coup, c'est comme ça qu'ils sont venus à les chasser. Alors que du coup, en fait, ils allaient. C'est ça qui est horrible. Et d'ailleurs, si tu fais le parallèle avec ce qui se passe, par exemple, en Kanaki actuellement, où tu vois que les colons sont vraiment les plus violents et que le pouvoir central duquel ils dépendent est un peu à la ramasse, c'est que là, en fait, ils sont allés contre la vie de la royauté française, ils sont allés contre la vie des religieux, en s'emparant justement des terres qui avaient été préservées. Et tu vois, en fait, tu peux faire un parallèle un peu crade avec ce qui se passe, par exemple, au Kanaki, où tu vois que les personnes les plus violentes, celles qui s'arment le plus pour défendre leur terre, et celles qui font le plus peur au final, c'est les Français qui sont installés sur des territoires qui leur appartiennent pas à la base. Et tu vois que l'autorité, finalement, la France suit la décision parce qu'il n'y a pas le choix. Mais du coup, la source du problème, ça reste en fait les colons eux-mêmes. Et c'est horrible quand tu penses à ça. Effectivement. En plus, du coup, question numéro 7, cette guerre se solde par l'expulsion de la plupart des natifs caraïbes de la Martinique. Beaucoup sont tués et les rescapés sont emmenés en captivité et expulsés du coup de l'île, comme je le disais. Selon une légende, les derniers rescapés se suicident en masse en, réponse 1, se jetant d'un promontoire, 2, s'immolant, ou 3, se jetant dans le volcan en feu. À 3, ça fait plus dramatique, plus la 3 fait plus dramatique, mais je pense que c'est la 1. Ouais. Il se jette à l'eau. Effectivement, il se jette des pots d'un promontoire, ouais, tout à fait. C'est d'après une légende, on ne sait pas si c'est réellement vrai. Et du coup, il y a un coin en Martinique qui s'appelle le tombeau des Caraïbes, qui serait cet endroit depuis lequel les Caïnegos se seraient jetés. T'as la même chose à Hispaniola aussi. Ok. Les Taïnos après, c'est peut-être une légende qui... Oui, qui au final s'est répandue parmi tous les colons occidentaux un peu partout dans les Caraïbes. C'est un peu dramatique. Un peu. Ouais, c'est hyper dramatique. Il y a une photo, une gravure de ça que j'avais trouvé quelque part, mais que je vous montrerai peut-être plus tard. Et d'ailleurs, ce qui est ouf, c'est que le moment où les colons s'approprient les terres et massacrent les locaux, je crois qu'on est 15 ans ou 25 ans après l'épisode de l'anonyme de Carpentras qui débarque sur l'île. Donc en fait, tu vois que les durées sont extrêmement courtes, où tu passes d'une île où il y a rien, où il y a aucun colon, à un massacre total. Et ça s'est fait très 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 vite pour la Martinique. C'est un peu... Pardon, je fais tomber mon micro. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, on t'entend. On a juste entendu ploum ploum dans la foulée, mais, mais on t'entend. Ouais, du coup, la temporalité, elle est assez dramatique. Alors, question numéro 8. En 1660, sur 5263 habitants de l'île, les esclaves noirs représentent, réponse 1, le quart, réponse 2, la moitié, ou réponse 3, le tiers. Tiers, ouais. On a 2 tiers. La moitié. Attends, c'est le quart. Le quart, la moitié ou le tiers. La moitié pour Nico, le tiers pour Théo et Franck. Je dirais la moitié. La moitié, effectivement, c'est la moitié, soit 2683 esclaves au total. Bien joué. Question numéro 9. En 1674, Louis XIV crée un impôt un peu spécial qui entraîne la faillite des producteurs de, réponse 1, coton, réponse 2, tabac et réponse 3, sucre. Tabac, effectivement. Tu l'as dit avec tellement d'aplomb que je ne peux que acquiescer. C'est pas du tout ça, mais... Non, c'est la ferme, c'est ce qu'on appelle le principe de la ferme du tabac, pardon, qui est une taxe du coup qui date du début du XVIIe siècle. C'est Richelieu qui va la mettre en premier et du coup que Louis XIV va ensuite récupérer pour son compte, entre guillemets. Donc c'est des trucs qui sont un peu complexes, mais en gros ça va créer des soucis, ça va entraîner rapidement la ruine du tabac français. Voilà, le tabac produit en Virginie par les grands planteurs jacobites, moins taxés, pourront profiter du coup de la contrebande dans la foulée. Mais ça c'est une autre histoire. Après, de mémoire, c'est d'ailleurs aussi pour ça que le sucre va se développer. Ouais, tout à fait. Va prendre le dessus. Ouais. Puisque la grosse différence, c'est que le tabac était beaucoup produit par entre guillemets, des petits producteurs. Ouais. Parce que les fermes n'avaient pas besoin d'être très très grandes pour être productives. Là où par contre le sucre va s'industrialiser.
ce qui va nécessiter une main-d'œuvre pas Main-d'œuvre chère conséquente. et en quantité, C'est ce ça. qui va entraîner le développement massif. Et ouais, De l'esclavage. dans certains commerces, tout à fait, tout à fait. Question numéro 10. La bataille du Rhum est, réponse numéro 1, une bataille symbolique entre les producteurs de sucre et les producteurs de tabac. Réponse 2, une bataille entre les Français et les Hollandais pendant la guerre de Hollande. Ou réponse 3, une bataille entre des pirates et les troupes royales de Louis XIV. J'ai trop envie de répondre à 3, mais je pense que c'est la 2. Pareil. La 2 aussi, ouais. Ouais, c'est effectivement la 2, tout à fait. Elle s'appelle en fait aussi la bataille du Fort Royal. C'est un événement de la guerre de Hollande, c'est le 20 juillet 1674. Une force commandée par l'amiral Michel de Rutier tente en vain de prendre la Martinique, défendue par la garnison française du Chevalier de Sainte-Marthe, retranché dans le Fort Royal de la Martinique. Et cette bataille va marquer la fin de la velléité hollandaise dans les Antilles. Et c'est comme ça que s'achève ce deuxième quiz que j'avais à vous offrir aujourd'hui, messieurs. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris 2-3 petits trucs. Moi, j'aimerais surtout vous remercier parce que vous avez quand même pas mal complété tout ça, rajouté toujours des petites informations croustillantes. Bravo. Bon, merci à toi quand même d'avoir fait ça. Bah ouais, merci pour ces petits quiz très sympa. Mais je vous en prie. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur un sujet ? Alors moi j'ai Là, ça un fait une mini petite sujet. Ah, vas-y Théo, vas-y. Alors, je sais plus exactement si c'est vrai ou pas. Mais donc autant je balance une fake news, enfin une fausse info. Juste qu'il me semblait que justement il y avait un côté assez sympa de se dire que la Martinique et la Guadeloupe étaient françaises bien avant le Vaucluse. Ah ouais ? Bah, techniquement, ils sont français bien avant la Savoie, bien avant Nice. C'est ça. En Bien- fait, il y a bien avant plein la de Savoie, ouais, mais alors le territoires en Vaucluse, France aujourd'hui qui en fait sont français bien après la Ah oui, bien sûr. De toute façon, la Savoie, c'est le référendum, c'est 1879, Ouais. je crois, un truc comme ça ? Ou 70 1800... Non, 1800. Non, ça peut pas être 70 parce que c'est Napoléon III, Non. donc 1860. 1800. Je crois que c'est 66. Hein. 66, ouais, c'est ça. Bah, tout à c'est fait, ouais. c'est simple, c'est la guerre d'unification italienne. Donc, Tout à fait. Et le Vaucluse, tout. attends. le truc, c'est que pareil, le Ok, Vaucluse, de quoi est-ce qu'on parle, en fait, J'entends ouais. l'entièreté du Vaucluse parce que c'est sûr que le Vaucluse en tant que tel est créé à la Révolution française avec la création des départements. Oui, mais c'est quoi l'ancien pays du coup? Ma question c'était ça, c'est quoi c'est l'ancien la pays? Provence en fait de la papauté, etc. Et du Oui, coup, voilà, c'est Avignon. Oui, ok, Oui, c'est bah, Avignon, en fait, ouais. C'est pour ça, j'allais dire, le territoire derrière, c'est Avignon. Donc oui, oui, c'est alors, ultra je sais plus logique. si c'est du coup Prince d'Orange qui se barre en Hollande. Par Je sais plus. Hollande bon, c'est le duc. Il y a une histoire comme ça, mais comme j'ai pas fait mes recherches, bah je sais pas. Et ben, qu'on ça sera- incite les auditeurs à faire. Regarde. Ça incite les auditeurs à faire leurs recherches du coup de leur côté. Et dites-nous dans les commentaires si c'est un prince ou si c'est un duc. La personne d'Orange qui s'est barrée dans les Provinces-Unies. C'est Voilà, Guillaume vous d'Orange, direz. c'est ça Guillaume Ouais, d'Orange, je ouais. crois, ouais. Enfin, moi j'ai que le prénom, j'ai pas plus Ah, que ça. d'accord. Bah, Chacun le va truc, donner une info. Guillaume. J'allais dire la maison d'Orange, c'est maison régnante aux Pays-Bas pendant longtemps, mais d'où ils viennent et pourquoi et à quelle époque, là par contre. C'est lui qui a fait l'orangerie à Versailles. Non, je rigole. Hein. C'est le roi d'Angleterre, Guillaume d'Orange. C'est d'ailleurs lui qui a fondé la compagnie Orangina. Ça, c'est une fausse info, par exemple. Du coup, les autres, vous avez envie de rajouter une petite info avant où on termine cet enregistrement là où on l'a commencé? Non, on peut replacer peut-être des balises Ouais. temporelles sur Ok. la Guadeloupe, la Martinique. Juste, d'un point de vue archéologique, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Parce qu'au final, il y a assez peu de traces qui ont été laissées par les populations locales. Juste si on revient d'un point de vue peut-être historique, donc on a vraiment deux textes majeurs qui permettent d'en savoir plus sur les populations qui étaient là avant la colonisation. Donc on a l'anonyme de Carpentras dans les années 1620 et le père Raymond Breton dans les années 1660. Donc qui a passé, lui pour le coup, il a vraiment passé son temps. Alors du coup, il est arrivé à la Martinique et c'est là où il a constaté qu'il n'y avait plus personne. Et donc il est reparti vers la Dominique en passant un peu par la Guadeloupe. Et donc du coup, ça permet, il a pu consigner beaucoup d'écrits, beaucoup de textes sur les cultures et c'est lui qui est à l'origine aussi des dictionnaires français Kalinago et Kalinago français. Enfin, français Caraïbes et Caraïbes français, Ouais. où on peut apprendre beaucoup de choses parce que
c'est quelqu'un qui était là vraiment pour ça, donc c'est assez intéressant. Donc ces 2 textes sont, si jamais vous avez l'occasion de les lire, je vous les recommande chaudement. Ok. Et puis après, vous tenir au courant de toutes les actualités archéologiques sur place. Il y a des très très beaux sites archéologiques, notamment à la Guadeloupe, où il y a des, j'ai plus le nom du site, mais où tu as des pierres qui sont gravées, encore visibles, et qui se visitent. Il me semble qu'il y a le parc archéologique de la Guadeloupe Ok, qui se visite. trop cool. Ouais. Mais surtout, il y a un truc qu'il faut absolument que vous fassiez, chers auditrices, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur les peuples des grandes et des petites Antilles, c'est aller écouter les chroniques de Nico, voilà, Oui, qui sont en description, donc du coup qui parlent de tout ça. C'est toujours très intéressant, donc voilà, n'hésitez pas à les écouter, à les partager et à les liker, bien évidemment. Voilà. Merci Marc. Je t'en prie, merci à toi du coup. Merci Parce que Captain Fleury. Captain Fleury à votre service. Que des anonymes. En fait, c'est toi l'anonyme de Carpentras. On n'a pas rebondi sur le point de l'île aux femmes. C'est vrai que du coup, je crois qu'on est resté sur ce point, sur ta question, Marc, tout à l'heure. Si jamais on a 5 minutes peut-être pour... Oui, mais c'était pas juste l'île aux iguanes Non, parce que c'était... Attends. C'était quoi déjà? C'était la Martinique. Oui, l'île aux femmes, c'est la dont le Martinique. nom venait de... Le nom venait venait des de... Taïnos. Et c'est Christophe Colomb Si, qui et l'a- t'avais pas dit que justement c'était les en fait, Taïnos pourquoi qui les avaient appelés comme ça? Pourquoi l'île aux femmes? En fait, il y a une vraie raison. Ah, il y a une raison à ça. En fait, Ok. il y a Ah. potentiellement deux raisons. Bah vas-y. Parce que quand Christophe Colomb est arrivé sur les îles, et en fait, il a commencé à poser beaucoup de questions. Alors, la conversation a été très difficile parce que les Taïnos et les Castillans n'avaient pas de langue commune. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, genre par exemple, d'où vient l'or, parce que Christophe Colomb était vraiment très intéressé par l'or. Bien sûr. Et du coup, il a eu comme réponse notamment que l'or venait d'une île, d'une certaine île, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est allé d'île en île pour essayer de trouver de l'or, sachant qu'en fait, il avait interprété au premier degré des légendes des populations locales. Et oui. Et l'île aux femmes, en fait, ça correspond à une légende, potentiellement une légende taïno, qui serait que, en fait, dans un mythe, il y a un cacique, un chef qui s'est retiré avec toutes les femmes de la terre à ce moment-là, et qui était resté sur une île. Alors ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que les Kalinago, les populations qui vivaient en Martinique, en Guadeloupe et dans les petites Antilles, pour les Espagnols, en fait, on leur avait dit, enfin, ce qu'ils ont compris, c'est que les Kalinago faisaient des raids, en fait, sur les populations des grandes Antilles pour récupérer des Pour femmes. récupérer les femmes. Alors, ils sont très très forts en raid, les Kalinago. D'ailleurs, tout au long du XVIIe siècle, ils ont raidé comme ça des comptoirs coloniaux. Ok. Ils ont amené, enfin, c'est en très grande quantité. Genre, c'est une pratique de guerre de capture. Donc, je crois qu'il y a un moment où ils ont capturé 2000 colons et esclaves, Ah ouais. esclaves noirs. Donc, ouais. Mais en fait, ils arrivent avec des dizaines et des dizaines de canots. Et ils débarquent et ils capturent. Donc, c'est très très efficace. Et donc, il y avait cette croyance qu'ils venaient pour capturer les femmes des Taïnos. Du coup, ils récupéraient les femmes et ils s'en allaient. Et donc, c'est pour ça que il y a ce truc ils récupèrent éventuellement les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits colonisés par les Espagnols où tu as des histoires comme ça de femmes qui sont capturées par des populations ennemies, etc. Et sauf que ça, c'est vraiment la version espagnole. Si on se base, en fait, du point de vue des populations locales, qui sont souvent en plus des populations qui sont matrilinéaires, donc en fait, où la femme a énormément d'importance, parce que c'est elle qui va transmettre la lignée. C'est le cas des Taïnos, c'est le cas aussi, par exemple, des Zapotèques, où on a exactement ce genre de légende. En fait, si on se place du point de vue des populations locales, en fait, c'est Ouais. pas du tout des raps de femmes, c'est pas du tout des vols de femmes, c'est des échanges. sortes de mariages Mariage. ou d'échanges. Ah oui, Genre, mariage. des trucs tout à fait, genre qui s'inscrivent dans des pratiques commerciales ou diplomatiques. Donc c'est assez rigolo, la manière, tu vois. Donc ça a été traduit. C'était traduit et donc tu es biaisé en fait par ta propre culture quand on t'amène des Ah, c'est coutumes, rigolo. des choses. Ouais. Ouais, c'est J'avoue que assez l'information rigolo. est marrante. C'est clair. Mais après, du coup, ça te fait. Enfin, là, ils étaient un peu, d'un point de vue un peu paternaliste, en mode, bah, on va vous protéger, hein. Attention, on va dire, enfin, les vos femmes. Comme Malheureusement, ça, ils les protègent en volant leur terre. Ouais, c'est débile. C'est pratique. Et du coup, on a qu'un seul son de cloche. Et Mais ouais, mais bien sûr. l'avantage avec les apothèques, c'est qu'on a les deux sons de cloche parce qu'il y a encore des apothèques qui existent. Qui vivent encore Et il aujourd'hui. y a une économiste qui s'appelle Lynn Stephen, où je recommande vachement aussi ses travaux, Ok. qui a beaucoup travaillé sur justement comment se structurent les populations et la place en fait de la sexualité et des relations hommes-femmes. Enfin, c'est super intéressant, Ok, cool. Voilà.
Merci encore du bonus. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.